mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique dans une nouvelle livraison. Vous le savez, Mise au point, cette émission qui met le cap sur des questions d'actualité politique d'ici tout comme d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler des deux sujets clés qui sont d'actualité. Au lendemain de sa rencontre avec le président de la République, Martin Fayulu a déclaré avoir l'intention de créer un camp de la patrie. Qu'est-ce qu'est le camp de la patrie exactement ? S'agit-il d'un rétropédalage ou d'un réalisme politique? Nous en parlons dans cette émission. Également, vous avez suivi les récents propos de Jean-Pierre Bemba. Pour d'aucuns, s'agit-il d'un appel au nationalisme, un sursaut de nationalisme? Pour d'autres, c'est un appel à un certain désordre. Nous en parlons. Quelle est l'interprétation de ces discours en tout cas? Nous en parlons sur ce plateau avec un invité aujourd'hui. Nous avons choisi pour vous Monsieur Prince Epengue, une figure bien connue, président de ADD Congo et porte-parole de la MOCA. Bonsoir, Monsieur Prince. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très en forme. En forme. Je l'ai dit tantôt, vous avez été reçu par le chef de l'État, vous aviez accompagné le président de la MOCA, Martin Fayulu, et au sortir de cette audience, il a lâché un concept, le camp de la patrie. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez un peu éclairer la lanterne des téléspectateurs. Qu'est-ce que la MOCA sous-entend aujourd'hui par camp de la patrie? Le camp de la patrie, c'est un appel à la prise de conscience en rapport avec les dangers qui planent, les dangers de la balkanisation qui planent sur notre pays. Le camp de la patrie est une réalité métaphysique, spirituelle, un appel à la conscience ou à la prise de conscience. C'est une façon d'être qui refuse de voir le Congo démembré, de voir le Congo balkanisé. C'est un peu comme ce que De Gaulle avait fait après la capitulation de Pétain. De Gaulle n'était pas le plus grand militaire de l'armée française à l'époque, mais à partir de Londres, où il s'était réfugié, il avait fait un appel à la prise de conscience, à la résistance, à refuser l'occupation de la France. Et Martin Fayulu, Prince Epengue, la coalition La MOCA et tous les partis, nous avons appelé les Congolais à refuser la balkanisation. L'état de division dans lequel se trouve le Congo aujourd'hui ne nous arrange pas, n'augure rien de bon pour l'avenir de notre pays. Et donc, après sa rencontre avec M. Félix Tshisekedi, le président Fayulu a compris qu'il était temps de dire aux Congolais, réveillez-vous, prenez conscience, et il y a un danger de la partition du Congo qui est de plus en plus vrai. Et autant qu'il avait fait à Kisangani, rappelez-vous au mois de novembre 2022, lors du congrès de son parti, Martin Fayulu avait appelé au slogan qui est devenu aujourd'hui dans la bouche de tous, Congo Ekolobo Moko. Et c'était depuis Kisangani, la ville martyre, pour dire aux enfants du Congo qu'il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de séparatisme. Je peux venir du Bandundu, je peux venir de Lodja, de Ngandajika, de Bouende, de Puerto, de Aru, de Beni ou de Nilangongo. Je suis chez moi à Kisangani, c'est ma terre, Congo Ekolobo Moko. Et 3 ans après, il revient à nouveau en disant camp de la patrie, c'est-à-dire le camp des patriotes. Voilà. Un patriote, c'est lui qui refuse de la partition de son pays. Voilà. Donc, par définition, tous les Congolais sont censés être dans ces camps-là. Parce que je ne vois pas un Congolais qui souhaite que le Congo soit divisé. Et s'il le souhaite réellement, c'est que soit ce n'est pas un Congolais, ou alors c'est que c'est un vendu. Alors, vous aviez proposé également
la tenue des dialogues directs, n'est-ce pas, entre différentes personnalités au Congo. Est-ce pour dire que le camp de la patrie sera instauré après un dialogue, où il faut passer par un dialogue pour créer ce camp de la patrie? Les camps de la patrie, comme je vous l'ai dit, c'est une réalité non matérielle. Ce n'est pas une plateforme politique. C'est une réalité abstraite, métaphysique. C'est un état d'esprit. C'est même à la fois une position, une posture. C'est une façon de se comporter. Tout celui qui refuse la division du Congo, la balkanisation du Congo, est dans le camp de la patrie. Oui, mais comment est-ce qu'on va manifester ça? On n'a pas besoin de temps. Comment le manifester? Dans les comportements, bien sûr. Dans les comportements, dans notre agissement, dans tout ce que nous faisons. Celui qui est dans le camp de la patrie est celui qui dit la division, je n'accepte pas. Mais cette division, ce n'est pas qu'une division géographique que nous refusons. C'est une division tribale, comme les discours que Bemba a tenus. On va en parler. C'est un discours qui montre qu'il n'est pas dans le camp de la patrie. On va en parler. Alors, celui qui est dans le camp de la patrie, ouais, unit, fédère les Congolais, reconnaît la valeur et l'importance de chaque tribu, de chaque personne, chaque Congolais pris individuellement. Voilà, je pense que c'est un jeu de mots, camp de la patrie. Récemment, le chef de l'État avait lancé une idée. Il a appelé aux consultations en vue de la création d'un gouvernement d'union nationale pour la cohésion nationale, justement. Est-ce que ce n'est pas la même chose que le camp de la patrie? Ce n'est pas la même idée? L'initiative de M. Félix Tshisekedi, qui consistait à mettre un gouvernement d'union nationale, n'a pas été précédée d'un cadre de réflexion, d'échange entre tous les Congolais. C'était un appel à accompagner sa vision. Or, le camp de la patrie ici, c'est pour tous les Congos, pour tous les Congolais, peu importe les origines, les tendances politiques, tout Congolais qui refuse la situation actuelle. Vous n'avez pas l'impression que le Congo est divisé en deux, que le Congo est en train de devenir presque le Soudan. Le fait que nous sommes à Kinshasa et que vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un billet d'avion pour Goma. Impossible. Voyez, vous savez que le Congo est divisé. Donc, le camp de la patrie, c'est pour dire cette partition du Congo, cette division du Congo, même temporaire, nous ne l'acceptons pas. Le Congo doit rester unitaire et indivisible. Mais justement, qui doit poser ce cadre de réflexion conçu de cette manière-là, le cadre de la patrie n'a rien à voir avec l'appel qui a été lancé par Félix Tshisekedi à travers son conseil spécial Ebérandé. En fait, les consultations auxquelles vous n'avez pas pris part, vous avez saboté. Parce que nous ne voyons pas l'opportunité de ces consultations-là, alors que nous voulons résoudre la question de la guerre, ramener la paix vite, et parce que nous partons du principe qu'il y a trois crises, il y a la crise sociale, la crise politique et la crise sécuritaire, et que ces trois crises ne peuvent trouver de solution que lorsque les Congolais vont se mettre autour de la table. Alors, vous refusez les consultations initiées par le chef de l'État, et un peu plus tard, vous rencontrez le chef de l'État avec une idée, la création du camp de la patrie, et on apprend que vous voulez aussi participer au futur gouvernement. Est-ce que c'est un rétro-pédalage ou c'est quoi? C'est un réalisme politique ou quoi? Premièrement, nous n'avons jamais abordé la question du gouvernement avec M. Félix Tshisekedi. Nous n'avons jamais parlé de la question du partage du pouvoir avec M. Félix Tshilombo. Nous étions le voir pour lui dire les 100 coulent au nord Kivu, les 100 coulent au sud Kivu, les 100 coulent à Ituri, les 100 coulent au Bandundu. Et même à Kinshasa, nous ne sommes pas en sécurité. La situation dans laquelle le Congo se trouve est extrêmement volatile. Nous pensons que le dialogue est nécessaire. Et dans cette même ordre d'idée, nous lui avons donné un certain nombre d'éléments qui doivent lui éclairer à faciliter la tâche au prélat catholique et au pasteur de CC, au fin qu'on se retrouve dans les cadres qu'ils ont dressés. Évidemment, tout le monde sait que M. Félix Tshisekedi se méfie de l'initiative SNCO-CC, mais notre rôle à nous, notre mission à nous, c'est le plaidoyer que nous avions fait, c'est pour lui dire, lui parler, qu'il n'a rien à craindre.
Ces cadres-là, c'est les cadres idéaux pour que tous les Congolais puissent se retrouver. Oui, vous appelez à un dialogue. Et notre présence à la présidence, ce n'est ni pour la compromission, ni pour trahir qui que ce soit, moins encore pour renoncer à nos idées. Nous sommes partis opposants, nous sommes sortis opposants et le combat d'opposants continue. Vous n'avez pas parlé de la question de la mise en place ou partage du pouvoir avec le chef de l'État, mais au nom du camp de la patrie, s'il s'avérait nécessaire qu'on vous propose, par exemple, la Mouka, la primature, vous allez prendre ou vous n'allez pas prendre au nom du camp de la patrie? Le camp de la patrie n'est pas une plateforme politique. Et ça peut arriver qu'on puisse vous solliciter à cause de votre expertise, de vos assises sur le terrain. Vous allez refuser? C'est un appel à la prise de conscience. On n'est pas parti là-bas pour se voir proposer des postes ministériels, non. On est parti là-bas parce que pour nous, il est inacceptable que Goma soit occupé, que nous ne sommes pas en mesure d'aller à Goma, que nos enfants, nos frères et sœurs qui sont à Goma, qui sont stagiaires dans les instituts médicaux là-bas, dans les universités, qui viennent généralement faire les stages ici, ne peuvent pas venir ici. Il y a des malades qui généralement venaient se faire soigner ici à Kinshasa, qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont ailleurs, qui ne peuvent plus venir à Kinshasa. Et il y a également des Kinois ici qui pouvaient aller à Goma, à Bukavu. Il y a des Louchois qui allaient régulièrement à Bukavu, à Goma. Il y a des Kassaïens et Équatoriens, mais qui ne peuvent plus. Pour nous, il faut tout de suite qu'on trouve une solution. On est parti uniquement pour ça. Voilà. On n'a pas évoqué la question du gouvernement de l'Union nationale, on n'a pas évoqué la question du partage du pouvoir, on a montré la nécessité d'avoir un dialogue et surtout voilà. on a qui doivent dialoguer justement, selon votre proposition. Qui doit participer à ce dialogue? Qui doivent dialoguer aujourd'hui? D'emblée, je vous dirais, oui, toutes les parties prenantes, de manière générale, in globo, toutes les parties prenantes, tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, apporter leur contribution pour que la paix revienne, pour que l'unité revienne. Et je peux vous garantir que, enfin, pas vous garantir, mais vous faites une confidence. J'ai vu M. Félix Tshisekedi et j'ai vu en lui quelqu'un qui est disposé à parler de la paix, à parler de dialoguer avec de la cohésion et de l'unité. Bon, maintenant, oui, moi, je préfère le juger oui, aux actes qu'il va poser plutôt qu'aux impressions que j'ai eues. Donc, nous voulons à tout prix, parce qu'on ne peut pas parvenir à l'unité et à la cohésion que Félix Tshisekedi désire si on ne dialogue pas. La paix et la cohésion doivent être précédées d'un cadre où on se dit des vérités. Et c'est pour ce cadre-là qu'on est parti plaider. Pourquoi on est parti plaider? Parce qu'à un moment donné, la Senko a dit qu'elle était bloquée. L'église ECC a dit qu'elle était bloquée, qu'elle ne pouvait plus avancer dans les consultations qu'ils avaient initiées. Donc pour nous, vous savez qu'avant de voir M. Félix Tshisekedi, nous avions déjà signé un communiqué avec Joseph Kabila. Et je vois encore les gens de l'IDPS qui nous ont tapé dessus en disant « Pourquoi avez-vous signé un communiqué avec Kabila, les criminels? Pourquoi Kabila, c'est lui que vous avez volé la victoire? Et c'est lui qui avait humilié Martin Fayulu sous son régime, et vous acceptez de les voir. » Nous avions dit que la paix ne se fait qu'avec l'adversaire. La paix ne se fait qu'avec les mêmes. Donc, selon vous, aujourd'hui, sans vous court-circuiter, les dialogues autour d'une même table, bien entendu, les délégués de la Mouka, le pouvoir en place, M. Joseph Kabila, Corneille Nangaa, s'il le faut, tout ce monde autour d'une table. L'idéal pour nous est que tous ceux qui ont un mot à dire puissent se trouver autour de la table. C'est pas parce que nous n'allons pas chercher la perfection des hommes dans ce dialogue. Nous allons plutôt, nous voulons plutôt qu'on ait un cadre où chacun de nous reconnaisse que les erreurs ont été commises de part et d'autre. Et que chacun s'engage à ce que l'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Et surtout que s'il y a un pardon demandé au peuple, qu'on le fasse. Mais pour l'opinion, en tout cas, la présence de Nangaa, ça ne passe pas dans un dialogue à l'interne, jusque-là. Comme la présence de Kabila, très souvent ne passe pas. Parce que Kabila a très mal géré le pays. Kabila a extrêmement mal géré le pays. Sa présence ne passerait pas non plus. Autant que Nangaa n'avait pas de raison d'aller prendre les armes. Mais il a quand même les armes entre ses mains.
Et il y a quand même des morts. Il a le sang De la entre même ses mains manière- aujourd'hui, récemment. De la même manière, M. Félix Tshisekedi non plus n'est pas parfait dans ce qu'il fait. Donc lui aussi, à son niveau, a commis des fautes qui peuvent être même graves. Mais nous disons, Fayulu, c'est là où il faut souligner la grandeur d'esprit, l'humilité, l'essence des responsabilités de Martin Fayulu, qui, il faut toujours les rappeler. N'ayons pas peur de rappeler les faits et surtout de se référer à l'histoire. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Fayulu a été la victime, voulais-je dire, excusez-moi, la victime de Nanga, de Kabila et de Félix. Les trois s'étaient mis ensemble pour écarter Fayulu de son pouvoir que le peuple lui avait donné en 2018. Si moi et Pengue, je n'étais pas député, c'est parce qu'ils ont décidé de nous écarter en 2018, alors que j'avais gagné les élections. Voyez-vous. Et donc, Fayulu n'a pas vu le fait qu'il a souffert dans sa chair, dans sa famille politique et biologique, qu'il a vu le peuple plairer la grande victoire de 2018 parce qu'on avait voté à l'Équateur, on avait voté à la province orientale, on avait voté au nord Kivu, à Ituri, au Katanga. Quand vous parlez, selon vous, il est humble aujourd'hui de chercher à parler avec ceux qui lui ont causé du tort en 2018, selon vous. C'est la marque de tous les grands hommes d'État. Mais pour et à un moment donné de se dépasser, de mettre de côté ce qui pourrait être réflexe relatif aux intérêts personnels, mais d'abord prioriser les intérêts communs. Mais pour d'autres personnes, au contraire, Fayulu, voyant sa mort politique arriver avec succès, notamment pendant cette période, il va proposer un dialogue puisque si solution il y a aujourd'hui, c'est entre Félix Tshisekedi, c'est entre Nanga, c'est entre Kabila. Fayulu a pris les armes et voilà pourquoi il se calfeutre derrière le camp de la patrie, derrière la recherche d'un dialogue pour se positionner. Qu'est-ce que vous en dites? Fayulu, voyant que la vie des Congolais est menacée, l'avenir des Congolais est menacé, Fayulu a compris que la paix était la seule voie qu'il faut privilégier, que le dialogue était la seule voie qui va faire le moins de dégâts possibles. Alors, ceux qui pensent que Nanga serait devenu challenger principal de Félix Tshisekedi, il ne faut pas qu'ils oublient que Fayulu avait toute la légitimité pour prendre les armes. Pour faire ce que Nanga a fait, il ne l'a pas fait. Nanga a perdu quoi? Nanga a organisé les élections. Nanga a signé des alliances avec Félix Tshisekedi. Nanga a vécu pendant 2 ans, voire même 3 ans avec Félix Tshisekedi en bonne harmonie. Dites-moi, pour quelle raison Nanga est allé prendre les armes? Je n'en vois pas. Et le peuple non plus n'en voit pas. Mais par contre, Fayulu avait la raison, une raison de prétexter la prise des armes. C'est que Fayulu a gagné brillamment les élections. Jamais un homme politique, un candidat président n'a eu autant de voix que Fayulu en 2018. Mais Fayulu, on l'a écarté du pouvoir. Et dès qu'on l'a écarté en 2019, au mois d'avril, Fayulu va faire la proposition de sortie de crise. 2019, soit 4 mois, 3 mois après l'investissement de M. Félix Tshisekedi pour le premier mandat. Voyez-vous que Fayulu a toujours été dans le... Et aujourd'hui encore, il revient avec une proposition de la sortie de crise, la création du camp de la patrie. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que avec, si vous mettez Félix Tshisekedi comme celui qui est au pouvoir, des faits, nous ne connaissons pas son pouvoir, mais il est là des faits. Pour tous ceux qui restent dans l'opposition, vous connaissez celui qui est plus populaire. Vous ne le connaissez pas, vous ne reconnaissez pas ce pouvoir, mais vous avez été reçu par lui et vous lui avez fait des propositions de sortie de crise. C'est une contradiction. Il n'y a pas une contradiction. Voilà. Au contraire, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2021. Non, en 2001. Vous l'avez appelé président. Vous vous souvenez de quand est-ce que vous l'avez élu? Moussé Kabila. On évolue. Joseph Kabila on évolue. Moussé Kabila avait fait un coup. Vous avez parlé en 1997. Vous avez appelé Moussé Kabila président. Est-ce que vous l'avez élu? Vous parlez de la nécessité d'un dialogue entre Congolais aujourd'hui et vous mettez en avant-plan la proposition de la CENCO et l'ECC. Qu'est-ce qui vous enchante dans cette proposition-là des évêques catholiques et protestants? Nous basons sur le fait que d'abord les catholiques sont des Congolais, les protestants sont des Congolais et
connaissent l'histoire du pays, ils vivent et même dans la chair la souffrance des Congolais, la pauvreté qui étrangle les Congolais en ce moment, et la misère que l'on peut me sentir de loin aujourd'hui dans toutes les provinces du Congo, la faim, la famine, l'insécurité alimentaire, ils savent. L'insécurité également en termes des hostilités qu'il y a au pays, ils savent. Les catholiques ont l'expérience des dialogues, des bons offices dans notre pays. Mais ils connaissent aussi l'acteur politique congolais. Ils connaissent les causes profondes de la crise actuelle. Et donc, ils sont mieux placés pour nous conduire vers un dialogue qui ne va pas se transformer en foire ou à une forme de cycle. Et donc, ils seront objectifs et on peut atteindre les objectifs très rapidement. Mais évidemment, nous ne disons pas qu'ils sont parfaits, qu'ils connaissent... Oui, on les appelle aujourd'hui des politiciens en soutane, hein, et puis les MLC demandent carrément que la SENCO aille se faire enregistrer au ministère de l'Intérieur comme un parti politique. Ah non, je crois que quand nous bataillons, quand nous étions dans la rue avec la SENCO pour empêcher le troisième mandat de Kabila, Bemba était en prison, voyez-vous. Et donc, je pense qu'à toute humilité, le Jean-Pierre Bemba Gombo a en train de se comporter de manière, je dirais, irresponsable et discutoire, et cette désinvolture ne plaît pas aux Congolais. Et nous pensons que la SENCO et les CC peuvent nous donner des bons résultats par rapport au dialogue que nous voulons, parce qu'ils connaissent les acteurs, ils peuvent bien maîtriser. Mais ils ne bénéficient pas de la confiance des dirigeants actuels. Que faire? Puisque dans un dialogue ou dans une proposition, il faut qu'il y ait confiance réciproque. Évidemment. Et s'il n'y a pas cet élément, comment est-ce qu'on va avancer? Même si vous avez fait un plaidoyer en faveur de l'ECC SENCO. Évidemment, ils doivent rassurer. Ils doivent rassurer. C'est tous les médiateurs, en tout cas, ce niveau ici, ce sont comme des facilitateurs. Ils doivent rassurer tous les camps politiques. De par expérience, on a vu la situation avec Kodjo. Et même la même SENCO, quand on est arrivé en 2017 avec Joseph Kabila, il y a eu des hésitations. Mais par après, la SENCO avait s'y rassuré. Et nous, je crois que moi, à ce qui concerne mon parti ADD Congo, même la Mouka, nous leur demandons de ne pas aller comportement, de ne pas aller aux mots qui rassurent toutes les parties prenantes. Parce que l'avantage avec la SENCO, c'est que 90% des parties prenantes sont d'accord pour leur initiative. C'est le camp de Félix Tshisekedi qui hésite. Ils hésitent peut-être avec de bonnes raisons. Maintenant, il faut les rassurer. Et je crois que les efforts sont conjugués du côté de la SENCO pour les rassurer. Mais le plus important pour nous, c'est l'objectif. Parce que très souvent, les gens voient la forme. Oh non, des pasteurs en soutane, tout ça. Bon, ce sont des questions de qualificatifs de caniveau. Je ne pense pas que le MLC a donné à ces pays ce que la SENCO a déjà offert à ces peuples. On a vu des évêques et des pasteurs de la SENCO, je veux dire, les abbés, les sangos comme on les appelle, déshabillés sous le régime Kabila en 2016, en 2015, en 2017, avant les dialogues, parce que la SENCO était aux côtés du peuple pour dire par le troisième mandat, la constitution doit être respectée. À cette période-là, le Bemba était tranquillement, enfin pas tranquillement, c'est notre frère, il souffrait quand même. Voilà. Donc je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de respect envers ces prélats catholiques qu'on n'a jamais vu après les dialogues devenir ministres, députés. Ils sont toujours là dans ce qu'ils font. Et ce sont des gens qui viennent pour nous aider, nous politiques, là où on ne retrouve plus les chemins. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons notre tranche. Nous allons aborder notre deuxième sujet, je l'ai dit, puisque vous avez déjà effleuré les récents propos de Jean-Pierre Bemba, qui a traité Joseph Kabila d'un Rwandais, qui a un imposteur qui a dirigé le pays pendant 18 ans, et Katumbi, Joseph Kabila, la SENCO, certains membres de la SENCO cherchent à déstabiliser les institutions et puis créer la mort du chef de l'État. Vous avez suivi pour Dokan. C'est un discours qui est très salué puisque ça met en exergue le nationalisme qui doit régner en cette période. Et pour vous, Lamouka, comment avez-vous interprété ce discours? D'abord, vous dites que le discours de Bemba était salué. Non. Le discours de Bemba a créé un tollé. Je peux vous le dire, je suis un homme de terrain. 80% des Congolais sont contre le discours de Bemba. Ils l'ont trouvé séparatiste,
antipatrie, tribal, divisionniste, fratricide et même irresponsable. Et Comment donc, ça? vous savez qu'on pouvait se réveiller le lendemain de ces discours-là avec des églises catholiques en fait. Vous pouvez se réveiller après les discours de Bemba et les militaires de l'IDP s'en prennent à tous les fidèles catholiques que vous complotez pour assassiner Félix Tshisekedi. À son âge, avec l'expérience qu'il a, Bemba ne peut pas tenir des propos comme ça. Ça, ce sont les propos que les jeunes politiciens qui veulent se faire connaître aujourd'hui, des TikTokers et des TikTokaises, des Facebookers et des Facebookaises, des YouTubeurs et des YouTubeuses qui tiennent ces propos aussi acides. Ce sont des propos poison. Bemba est même en train de travailler contre son employeur, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi nous a dit qu'il est pour l'unité, il est pour la cohésion. Mais Bemba, lui, amène un discours de division, un discours qui va cabrer chacun dans son camp. Or, la nation ressent les besoins de l'unité. Vous allez dans toutes les provinces et les gens vous disent, les politiciens, vous devez vous parler. Allez-y dans toutes les villes du Congo. Les gens vous diront, il faut que vous, politiciens, vous puissiez parler parce que nous, on compte sur vous. Quand vous êtes divisés, nous aussi, au niveau de la base, nous sommes divisés. Je crois qu'il faut d'abord partir de qui est Bemba pour comprendre pourquoi il agit ainsi. Mais moi, je préfère parler de... Je préfère relever les côtés positifs. C'est-à-dire que Bemba, c'est un ancien rebelle. C'est un nationaliste d'abord, un patriote. En tout cas, c'est un ancien rebelle. Il est mu par la fibre patriotique. Il a le souci de voir son pays être uni. Bemba a fait 10 ans en prison. Ancien vice-président de la République. Un monsieur qui est né dans une famille aisée. Un quinois et un intellectuel. Donc si vous prenez ces 6 facteurs, Bemba a tout pour devenir l'un des hommes les plus sages du Congo. Bemba fait partie des gens qui sont nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Normalement, il devait être quelqu'un qui ne peut pas être complexé. Bemba est un homme d'affaires aussi. Comme je l'ai dit, un diplômé de grandes universités. Et un ancien rebelle. Et un ancien prisonnier. Mais quel est le lien avec son un discours politicien, actuel, un ancien chef tout ça? d'État. Quel est le lien? J'ai dit que lui, normalement, tout ce que j'ai cité là, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui doit regarder tout et se faire une idée et tamiser, peser, sous-peser tout par rapport à tous ces tableaux que je viens d'évoquer. Et il devait être le premier conseiller. Mais il l'a fait. Non, c'est le premier qui doit aller voir Félix Tshisekedi pour lui dire, écoutez, moi j'ai été rebelle, vous pas. J'ai été en prison pendant 10 ans, vous pas. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mon frère, la guerre n'est jamais bonne. Réunissons nos frères, parlons et cherchons les solutions aux problèmes du Congo. Est-ce que dans le discours de Jean-Pierre Bemba, vous avez vu quelque part où il a fait l'apologie de la guerre, où il veut que la guerre puisse continuer, puisse se maintenir telle qu'elle? Mais quand vous vous réveillez le matin, Bemba, avec tous les éléments que j'ai mis ici, que j'ai cités tout à l'heure, et vous dites, l'église catholique, Joseph Kabila et Moïse Katumbi veulent assassiner Félix Tshisekedi, veulent tuer Félix Tshisekedi. Il a des preuves. En tout cas, à mon avis, il n'en a aucune. Il a affirmé avoir des preuves. Vous avez suivi comme moi. Peut-être que vous oubliez le fait que Félix Tshisekedi a déjà, plutôt, Jean-Pierre Bemba Gombo a déjà tenu ses propos pendant la campagne électorale de 2023. Une année après, Bemba n'avait toujours pas saisi la justice. Et ce sont des informations des services, parce qu'il est dit lui-même que ce sont des informations des services.
Mais pourquoi les informations des services, ils viennent les déballer dans la rue? Ça peut court-circuiter également les services. Et des deux, pourquoi pendant tout ce temps, il n'a jamais saisi la justice? Il s'agit de l'assassinat et pas l'assassinat de n'importe qui, de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez imaginer les chaos qui peuvent s'en suivre si jamais on arrivait à avoir la tête de Félix? Nous sommes tous opposés à cela. Parce que Félix Tshisekedi, c'est notre sang, c'est notre frère. On ne les reconnaît pas, il usurpe le pouvoir. On n'est pas d'accord avec sa gestion de l'État. Et nous ne reconnaissons pas qu'il est... Mais vraiment, aujourd'hui, la Mouka sait que le pays est dirigé par Félix Tshisekedi, c'est le président de la République, tout ça, donc... Mais ceux qui font les coups d'État dirigent aussi les États. Que les coups d'État soient constitutionnels ou armés et tout ça. Mais je vous ai dit ici que Joseph Kabila a dirigé le Congo de 2001 jusqu'à quelle année? Vous l'avez élu. Moussa Kabila en 97 est arrivé. Il est proclamé président. Vous l'avez appelé président. Vous l'avez élu. Or, en démocratie, les principes démocratiques voudraient que tout celui qui a une parcelle d'autorité soit réellement élu par le peuple. Donc, bref, ce que je voudrais vous dire, c'est que personne n'a pas accepté que Félix soit assassiné. Nous-mêmes, nous allons nous battre pour que cela n'arrive pas. Parce que c'est notre frère, c'est notre sang. Mais le fait d'aller les dire comme ça, c'est irresponsable. Je le répète, on pouvait se réveiller le lendemain matin et la guerre civile commence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous sommes après nos catholiques et puis les églises catholiques. Que faire maintenant par rapport à ce propos? Oui, que faire maintenant? D'abord, que Bemba puisse un peu faire son boulot de ministre. Vous savez, en moyenne, 100 pirogues chavirent chaque mois. Plutôt, 100 Congolais perdent la vie, excusez-moi. En moyenne, d'après les statistiques, 100 Congolais meurent noyés à cause des pirogues défectuées, à cause des embarcations mal équipées, à cause des pirogues motorisées là, qui naviguent la nuit, sans météo, sans gilet de sauvetage, avec des armateurs corrompus qui s'y chargent les histoires. Bemba doit réguler. Il y a 3 jours, en Bandaka, il y a encore 100 Congolais noyés. Voyons, Bemba peut se cantonner par son boulot. Parce que si Bemba faisait son travail, il n'aurait pas une seule minute pour venir ici le plateau. Si le plateau, c'est nous les pingui, les opposants, qui viennent nous proposer, qui viennent nous critiquer. Et regardez très bien le gouvernement de Bemba, plutôt le gouvernement Soumina. Bemba n'est pas les questions qui ne concernent pas. Vous allez voir qui, M. Jean-Pierre Yahou, de son côté, il passe tout son temps dans les meetings. Je l'ai même vu dernièrement, il dit il veut changer les secrétaires généraux de l'administration publique. Alors que les secrétaires généraux de l'administration publique ont été recrutés par les concours de la Banque mondiale. Il ne donne pas les raisons pour lesquelles il veut chasser les secrétaires généraux. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas commis de fautes graves. Bon, on en parlera dans une émission élaborée. Mais on voit l'IAO qui dit il faut remplacer les secrétaires généraux. Pourquoi? Parce qu'il veut placer à mise de connaissances copines et copains. En tout cas, on en parlera. On n'en est pas encore là, il ne l'a pas encore fait. Il ne faut pas qu'on lui attribue des intentions également. Mais on peut tuer avec les intentions. On peut créer des dégâts avec les intentions. Vous répondez à ma question, M. Sepengue, par rapport à ces discours-là que vous qualifiez d'incitateurs ou un discours qui pousse à inciter à la guerre, qui ne favorise pas la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et on va conclure le débat. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut prêcher l'unité, la cohésion. Je ne sais pas si vous avez admiré le courage de Martin Fayulu. Après tout ce qu'on lui a fait subir sous le régime Kabila, Fayulu a signé un communiqué avec Kabila pour dire que toutes les armées étrangères doivent quitter le pays. Vous voyez, la hauteur, la grandeur d'esprit, l'amour de son pays. Oui, c'était Fayulu... peut-être cherchant à courtiser Félix Tshisekedi, il faut des points de vue non. comme ça. Donc, Fayulu, un rétropédalage bien conçu, intellectuellement conçu. Il a toujours dit, il a touché $1 million avant beaucoup. Il a touché $2 millions il y a 20 ans, 30 ans. Kabila n'était pas encore président. Quand Fayulu a touché 2 millions, 3 millions de dollars. Donc, vous ne pouvez pas mettre $1 million sur la table et faire trembler Fayulu. Et il a touché 2 millions, 10 millions de dollars avant tout ce monde. Et dans un secteur, plutôt dans les secteurs privés et en dehors du Congo. Voyez-vous? Beaucoup qui sont devenus millionnaires aujourd'hui sont des gens qui ont entendu d'être au pouvoir. Donnez-nous la proposition finale. Personne n'a l'impression. Fayulu est allé voir son frère Félix Tshisekedi pour lui dire peut-être que vous n'êtes pas informé ou que vous êtes informé, peut-être que les dangers
et les gens ne le perçoivent pas de la même manière, mon frère, je suis venu vous dire qu'il faut qu'on libère Goma, il faut qu'on libère Bukavu. Et pour cela, allons-y parler. Pas parler seulement les deux. Il a dit, parlons avec tous nos frères. C'est ça la piste de solution pour trouver pour la vous. solution. Ah, voilà. Et il a dit, il est important et impérieux qu'on dépose les armes. C'est comme ça qu'il a dit à Nanga, Nanga, les Congolais continuent à mourir à Goma, à Bukavu. Vous serez les seuls responsables. Déposez les armes, il faut que les Congolais se parlent. Il a dit à Joseph Kabila, vous avez dirigé ce pays pendant 18 ans, ce pays vous a tout donné. Mais le fait que vous soyez à Goma, fait dire aux Congolais que c'est vous en réalité les financiers, les maîtres de tout ce qui se passe à Goma avec cette rébellion. Quittez Goma pour laver votre image. Et il a dit à Félix Tshisekedi, allons-y au dialogue, faciliter la tâche aux catholiques pour que nous puissions parler. Et donc, je crois que nous avons donné la voix, nous avons proposé. Est-ce que nous serons écoutés par notre frère Félix Tshisekedi? C'est l'histoire le dira. Est-ce que nous serons écoutés par Nanga, Kabila et les autres? C'est l'histoire le dira. Mais en tout cas, ce qui nous concerne, nous, moi, Prince Penge, Martin Fayulu, ADD Congo, Lamuka, SID, tous les partis, les 7 partis de la coalition Lamuka, nous avons fait notre part. Maintenant, je ne sais pas si vous vous promenez dans cette ville ici. Regardez comment est la ville. Je ne sais pas, vous habitez où? Hier, nous avons tous pris la tasse. Hein. Vous avez vu les inondations? Est-ce que c'est ce pays-là que nous voulons léguer à nos enfants? Je vois, c'est vrai que le gouverneur de la ville, comment il s'appelle? Daniel Bumba et son adjoint Idi Yele, j'ai trouvé que ces derniers temps, il faut les féliciter, les encourager. Il y a des chantiers un peu partout. Ils sont en train de réhabiliter les routes. C'est une bonne chose, il faut les encourager parce que nous qui avons des ambitions de les remplacer demain, nous voulons trouver une ville où ils ont voilà, on va chuter. Mais nous leur disons, la ville est encore très sale et il y a encore très peu de routes construites, mais les Congolais veulent des solutions. Il ne faut pas... Oh, Fayulu était chez Félix Tshisekedi. Comment il était habillé? Est-ce qu'il était assis? Est-ce qu'il était rêvé le premier? Non, c'est seulement la question de la forme. Nous, ce qui nous intéresse, quand on veut diriger un État, c'est le fond. C'est le fond. Que les gens ne trouvent pas anormal qu'un opposant parle avec celui qui est au pouvoir. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, Macron a appelé tous les opposants, le président français. Il a dit, la France est la première puissance militaire de l'Europe et la première puissance nucléaire de l'Europe. Comme la Russie attaque l'Ukraine, sa prochaine cible risque d'être la France. Vous les opposants, que me proposez-vous? Que pensez-vous? Et les opposants français sont restés avec le président français toute la journée. Ils ont fait des propositions. Et ils sont sortis, le lendemain matin, ils ont commencé à critiquer Macron. C'est ça le jeu démocratique. L'État, dans ce démembrement, dans son organisation moderne, est un prêt-à-porter amené de l'Occident. On a importé l'État dans son organisation, mais on n'a pas apporté la culture de la gestion étatique, des relations entre l'opposition et la majorité. Voilà pourquoi les gens sont étonnés de voir qu'un opposant peut proposer à celui qui est au pouvoir et que si celui qui est au pouvoir est responsable, il applique ses propositions. Donc, voilà. L'opposition est propositionnelle. Nous avons proposé à Félix Tshisekedi d'accepter le dialogue de la SENCO et d'accepter le dialogue pour qu'on mette fin à la guerre. Est-ce qu'il nous a entendu? Comme disent les Anglais, wait and see. Mais nous, on a fait notre devoir de patriotes et c'est l'avenir va juger. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Prince Epenge. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique ADD Congo et le porte-parole de Lamuka. Merci, vous avez été notre invité sur ce plateau où nous avons parlé du camp de la patrie qui est proposé par le président de Lamuka, Martin Fayulu. C'était un rétropédalage ou un réalisme politique? Vous avez répondu et vous avez également donné le point de vue de Lamuka sur les récents propos de Jean-Pierre Bemba. Mesdames et messieurs, ça en est fini avec ce numéro de votre magazine Mise au Point. On se retrouve dans une semaine pour un autre point avec une autre question d'actualité. Au revoir. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde.